Il est 20h30 sur Africa 7. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Violent incendie au pavillon vert du 6S. Cela s'est produit tôt avant l'aube ce dimanche. Paulette Mendy Préra et Daouda Sow sur place ont interrogé le chef du détachement des sapeurs-pompiers de la Foire, le capitaine Mamdien Ndiaye, qui nous fait ici le récit de l'incendie minute après minute. Nous avons été alertés à 5 h du matin pour un violent feu au niveau du pavillon vert. 2 minutes après, nous sommes arrivés sur les lieux. Et arrivé, il s'est avéré qu'il s'agit effectivement d'un violent feu qui a presque embrasé tout le pavillon. Et aussitôt, comme le détachement permanent qui est au niveau de la foire disposé d'engins d'incendie, donc les 2 premiers engins d'incendie qui sont arrivés ont procédé aussitôt à l'extinction du feu, tout en demandant le renfort. Donc ce qui fait que tous les véhicules et engins d'incendie de Dakar étaient présents au sinistre. Il nous a fallu plus de 3 heures du temps pour éteindre définitivement le feu. Les sinistrés de ce drame sont encore sous le choc. Plusieurs millions de leurs francs sont partis en fumée. Des pertes qui seront évaluées avant un éventuel dédommagement selon la direction du 6S. Daouda Sow, Paulette Mendy Préra. Elle semble perdue. Elle ne trouve pas les mots pour exprimer ce qu'elle ressent. Hadisek, exposante au pavillon vert de la présente foire de Dakar, a perdu tous ses biens dans l'incendie. Man ak sama patron ñom ñoo fi nek ay millions. J'étais là avec ma patronne au pavillon vert. Nous avons perdu des millions. Je ne sais même pas quoi dire. Lorsque je l'ai appris sur le net, je n'y croyais pas. Quand je suis arrivée sur place et que j'ai vu le sinistre, je n'en revenais pas. Elle n'est pas seule dans cette situation. Une autre dame, également exposante, est encore sous le choc. Elle préfère d'ailleurs fuir la caméra. D'autres victimes parlent de négligence des organisateurs de la foire pour ce qui est des installations électriques. Il y avait des problèmes électriques au pavillon vert. Les exposants arabes l'avaient signalé, mais ils n'ont rien fait pour résoudre le problème. L'incendie s'est produit dans la nuit du samedi au dimanche. Des Sénégalais, Nigérians, Guinéens et bien d'autres nationalités présentes au pavillon vert ont été touchés par le sinistre. Ayant tout perdu dans les flammes, ils ne veulent qu'une assistance, voire un dédommagement. Vraiment, nous on attend maintenant voir ce que la décision qui va sortir. Vraiment, sinon vraiment nous on est à sec, hein, seulement parler. Tout est parti, on est là seulement maintenant attendre le bon Dieu et les organisateurs aussi. Voir ce qui va se passer. Du côté des organisateurs de la foire, la question du dédommagement n'est pas encore abordée. La direction mise plutôt sur l'évaluation. Il y a des dégâts matériels et une commission a été mise sur pied pour faire l'évaluation de la cause du sinistre et des dégâts matériels. En cette 24e édition de la foire, une bonne partie du pavillon vert a été consumée par les flammes, même si certains exposants plus chanceux ont été épargnés. Une cellule de crise a été mise sur pied pour le recensement et l'assistance psychologique des sinistrés. La gendarmerie, pour sa part, a ouvert une enquête pour faire la lumière sur les origines de l'incendie. L'ambassadeur du Niger au Sénégal s'est vite enquéri de la situation. Beaucoup de ses compatriotes sont victimes du drame. Son Excellence, M. Hassan Kounou, est au micro de Daouda Sow et Paulette Mendy Préra. Au niveau de l'ambassade, nous venons compatir et nous voulons voir de visu le dégât qui s'est passé ici. Parce que nous allons le devoir de rendre compte à notre hiérarchie. Nous estimons que tout dégât a besoin d'une petite réparation. On verra ça à tête reposée. Nous saurons vous dire exactement le nombre de compatriotes. C'est une foire qui est ouverte. Nous avons tellement de compatriotes qui viennent. Il y en a qui viennent officiellement, il y en a qui viennent de manière informelle. Donc je ne saurais vous dire le nombre de Nigériens qui exposent ici. Cependant, ce que je puis vous dire, c'est que c'est une véritable catastrophe.
Je crois que vous voyez derrière moi, au niveau des Nigériens, c'est vraiment la catastrophe. Il y a eu beaucoup de dégâts. Son Excellence Hassan Kounou, ambassadeur du Niger au Sénégal. Le Gamou sera célébré la nuit du 23 au 24 décembre prochain, une cérémonie qui marque la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. La ville sainte de Tivaouane sera le point focal pour les séances de bourde des poèmes de l'imam Bouchri. Amadou Sabarba nous rappelle le sens de ces chants religieux. Célébrer la nativité du prophète, paix et salut sur lui, c'est se conformer à la prescription de Dieu. Le jour de la naissance de la meilleure des créatures d'Allah, le sceau des prophètes qui réunit en lui tous les superlatifs de vertu et de piété, est sans contester un des plus grands jours du Seigneur dont il faut se réjouir. C'est autour de cette miséricorde et cette grâce sublime que Seydi El Hadji Malick Sy a convié tous les musulmans à se réunir dans la joie et la ferveur pour magnifier Dieu en reconnaissance des bienfaits dont il les a comblés du fait de la naissance du prophète, paix et salut sur lui. C'est l'initiative de Maodo de réunir ses disciples dans la mosquée, chantant les beaux poèmes de l'imam Bouchri. Ce dernier est considéré comme l'un des meilleurs chantres du prophète, paix et salut sur lui à travers l'histoire. La célébration est donc du 1er au 12e jour du mois Rabi Awwal, bien que les poèmes soient de l'imam Bouchri. El Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu a préféré la bourda, par humilité se conformant à la sunna du prophète. On comprend que l'institution de la bourda est une solution religieusement fondée à une question de charia et non de tariqa. Au-delà de la poésie et des chants, la bourda selon El Hadji Malick Sy est une sunna, un acte de foi et d'adoration, mais aussi et surtout une réponse à l'appel d'Allah. Les séances de bourda se tiennent partout au Sénégal et même dans le monde. Ce sont des moments de recueillement et de prière vécus dans l'humilité et la pureté du corps, de l'esprit et de l'âme. Le reportage du jour nous mène aujourd'hui au Cameroun où c'est la ruée vers les détecteurs de métaux. Les séries d'attentats terroristes de la secte Boko Haram dans l'extrême nord ont intensifié la demande en détecteurs de métaux, plus qu'un phénomène de mode dans la capitale économique Douala où il est difficile d'accéder à une entreprise ou une institution bancaire sans passer au détecteur. Amadou Sabarba. Les banques, une image devenue habituelle, celle d'un vigile muni d'un détecteur de métaux. C'est désormais le matériel de compagnies de vigiles et autres agents de sécurité. Ils procèdent à des fouilles minutieuses en prévision d'attentats. Important dans le processus de détection d'éventuels objets métalliques, armes ou autres, d'avoir le meilleur matériel possible, de façon à prévenir tout attentat ou toute tentative d'attentat dans les lieux publics où les gens se rassemblent. C'est important pour éviter les intrusions de choses métalliques dans les lieux publics où il y a des rassemblements importants de population. Donc effectivement, ça fait partie de la garantie ou de la sécurité au quotidien au Cameroun. Cet outil, utilisé également dans les établissements scolaires, constitue un nouveau tuyau d'affaires pour les commerçants. Les prix varient entre 70 et 120 000 francs CFA que chacun veut ou doit s'offrir absolument pour des raisons de sécurité. Les détecteurs de métaux, pour moi, c'est un dispositif de sécurité très bien. Depuis qu'il y a ça partout dans des sociétés, des supermarchés, j'ai constaté que tout se passe normalement. La venue des détecteurs de métaux, c'est une bonne chose. C'est une mesure de sécurité qu'on a vu ça partout. On a vu ça à la télévision, en Europe, partout là. Si on applique déjà ça chez nous ici, c'est une bonne chose. De nombreux attentats terroristes ont été perpétrés par la secte islamiste Boko Haram contre le terroriste camerounais depuis des mois, faisant de nombreux morts et blessés. Une bonne partie de ces attentats est commise par des femmes portant des burqas, le voile intégral. L'armée reste en alerte maximale, notamment dans l'extrême nord du Cameroun. Nous continuons toujours avec l'actualité internationale qui nous mène d'abord en Centrafrique où 2 personnes sont mortes dans des tirs éclatés. L'ONG Human Rights Watch exige une enquête après la découverte de cadavres au Burundi. Le tour d'horizon avec Amadou Sabarba. Personnes ont été tuées et une vingtaine de blessés dans les tirs éclatés ce matin dans la capitale entre opposants et partisans.
La tension reste forte à Bangui où des opposants armés ont tiré dans la foule, majoritairement musulmane, plus précisément dans une école du quartier du PK5 où se déroule le vote pour la révision de la Constitution. Selon le commissaire de la police de la mission onusienne en Centrafrique, un important dispositif a été déployé pour sécuriser la zone et neutraliser les assaillants. Malgré cette insécurité, les opérations de vote vont se poursuivre. Les Centrafricains promettent de rester jusqu'à 22 h pour accomplir leur devoir civique. Burundi, au lendemain de la découverte de dizaines de cadavres dans les rues de Bujumbura, la police est accusée d'exécution sommaire. C'est dans les quartiers qui restent opposés au troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Ce dimanche, l'organisation américaine Women Rights Watch a réclamé une enquête sérieuse et indépendante. Elle dénonce également le fait que la police et les autorités locales aient enlevé les cadavres avant que les enquêtes puissent être menées. Selon les dernières informations de l'organisation non gouvernementale Women Rights Watch, le bilan s'avérait à plus de 100 morts. Au moins 28 civils ont été tués et des dizaines de blessés à Damas ce dimanche dans des bombardements sur un fief rebelle. L'annonce a été faite par l'Observatoire syrien des droits de l'homme d'Oumma, fief rebelle situé dans la Ghouta et régulièrement visé par des raids de l'aviation syrienne ou russe. Il tire également à partir de la ville des Obi sur la capitale syrienne, bastion du régime. Pour rappel, des négociations avaient été entamées en novembre dernier entre les groupes rebelles et le régime sur une possible trêve dans la Ghouta orientale, mais elles n'ont pas abouti. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Africa 7. Excellente soirée à tous.